que il y a pas mal de gens déjà. Bonjour tout le monde. Euh, Ici Concha Martin de Medipiet. Je vais laisser le micro à Giulia Di Ponte de l'Istituto Superiore di Sanità pour commencer la session. Une toute petite euh, recommandation pour tout le monde, c'est s'il vous plaît, la personne qui n'est pas en train de parler, veuillez silencier vos micros pour ne pas avoir du son de fond et permettre que tout le monde puisse bien entendre les présentations. Merci beaucoup, Julia. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Giulia De Ponte et je vous donne une chaleureuse bienvenue à ce webinaire sur les mesures sociales et de santé publique dans le contexte de la pandémie de Covid-19, qui va se focaliser aujourd'hui sur l'expérience des pays du Sahel et du Maghreb. Je le fais donc au nom de l'Istituto Superiore di Sanità, qui est l'institution nationale de santé publique en Italie et qui est le promoteur de ce webinaire. Et je suis donc très contente de passer immédiatement la parole à Luigi Bertinato, qui est le directeur du secrétariat scientifique du président de l'Istituto Superiore di Sanità, qui va vous donner ses salutations. Luigi. Oui, merci Julia. Bonjour, bon après-midi à vous tous. Et c'est un grand plaisir et un grand honneur de vous donner la bienvenue à ce webinaire sur les mesures sociales et de santé publique dans le contexte de la pandémie de Covid-19, surtout sur l'expérience du pays des Sahel et du Maghreb. Je le fais au nom du professeur Silvio Brusaferro, qui est le président de l'Institut italien supérieur de santé, que c'est l'institution nationale de santé publique d'Italie, qui travaille auprès du ministère de la Santé et qui s'occupe des recherches dans les réseaux biomédicaux et qui est le promoteur de ce webinaire. Je profite pour remercier toute l'équipe, tous les collègues de l'Institut qui ont bien travaillé pour l'organisation, surtout l'équipe de la santé globale. Et je me permets aussi de remercier tous les collègues qui ont accepté de faire, de parler dans les programmes. Et surtout, je me permets aussi de remercier les centres africains de contrôle des préventions des maladies avec lesquels on a bien travaillé pour organiser le séminaire. Vous savez que l'Institut supérieur de santé travaille aussi dans les réseaux Medilab Secure, qui est un partenaire de notre institut, qui est un projet financé par la Commission européenne, aussi que dans les réseaux Medipiet, c'est un réseau régional qui engage les pays de côte de la Méditerranée dans un programme de formation en épidémiologie de terrain, aussi financé par l'Union européenne et qui aujourd'hui est co-organisateur de ces webinaires. Eh bien, je suis content de dire que le webinaire d'aujourd'hui fait donc suite à des cours de formation organisés dans les deux réseaux. Et c'est la formation à distance qui nous oblige à cause de la pandémie. Et c'est la première webinaire d'une série de 3 rencontres sur les MSSP. Et ces webinaires vont avoir un focus régional et vont nous permettre un échange direct sur un thème qui reste central pour tous les pays de la Méditerranée, Italie et aussi du Sahel. Et sur le thème des MSSP, on a eu les privilèges de la collaboration avec les CDC africains, qui a beaucoup travaillé, et donc la documentation est partagée avec eux.
Et donc, le programme d'aujourd'hui est vraiment intéressant, mais je passe la parole aux collègues qui peuvent les présenter mieux que moi. Et mon rôle est seulement de vous dire encore une fois bienvenue et je me permets de vous dire bon travail et j'espère de vous rencontrer personnellement ici à Rome dans les prochains futurs, que ça voudra dire que la pandémie est terminée, on peut recommencer à nous rencontrer. Bon travail à vous tous, à vous toutes. Je vous donne, je remets la parole à notre rapporteur. Julia, c'est à toi. Merci Luigi, donc merci beaucoup. On a donc un programme intéressant. On a choisi de prendre juste 1 heure de votre temps, mais on va avoir quand même une conversation assez articulée. On va tout d'abord s'entendre sur les termes. Donc, qu'est-ce que c'est ces mesures sociales de santé publique? En fait, on a tous nos terminologies nationales, mais en gros, on entend toutes les actions menées par des individus ou les gouvernements ou les communautés elles-mêmes qui visent à supprimer la transmission communautaire de la COVID. Donc, on veut dire en particulier les mesures de prévention individuelle, mais aussi la surveillance et la réponse environnementale, la distanciation sociale et physique, et puis bien sûr les restrictions de mouvement et de voyage. Donc un peu tout ce qui nous fait un petit peu souffrir en ce moment, en fait, mais qui est aussi essentiel pour limiter la propagation de la COVID. Sur ça, je vous rappelle que vous avez reçu un bref document d'information qui contient une sélection des documents d'orientation sur le sujet et puis des outils de suivi sur les mesures sociales et de santé publique. Voilà. Sur ces bases, en fait, on ne va pas prendre plus de temps, mais on demande tout de suite donc à Dr. Jude Albay de nous faire aujourd'hui un état des lieux de comment on peut en fait tout d'abord documenter l'utilisation et l'acceptabilité des mesures sociales et de santé publique en Afrique, et en particulier en Afrique francophone. La référence en particulier est aux outils de récolte et de suivi des données et aussi de prise de décision que Africa CDC a mis en place. Et je vous rappelle que Dr. Jude Albay est le chef de division des politiques de la diplomatie de la santé et de la communication à Africa CDC et qu'il est actuellement le secrétaire exécutif du Fonds de l'Union africaine pour la riposte à la COVID. Dr. Jude Albay, à vous. Merci beaucoup Julia de Ponte. C'est un plaisir pour moi d'être associé non seulement en tant qu'individu, mais également en tant que représentant de Africa CDC, Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, à ce webinaire. Je tiens également à remercier l'ISS, qui est vraiment l'institution qui a tout mis en place pour que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Je suis content de partager avec vous l'expérience du partenariat pour la réponse factuelle au COVID-19 que nous avons mis en place avec un certain nombre d'institutions. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de partager mon écran et faire ma présentation. Voilà. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, on peut le voir. D'accord, excellent, excellent. Merci. D'accord. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, PERCS tient son nom de son acronyme en fait anglo-saxon qui est le Partnership for Evidence-Based Response to COVID-19. Donc c'est le partenariat pour une réponse factuelle au COVID-19 en français. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes en partenariat avec Ipsos qui fait des sondages d'opinion. Nous sommes en partenariat avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Noveta, qui est une organisation qui est basée aux États-Unis avec laquelle on non seulement travaille sur PERC, mais nous travaillons également sur
un système que nous avons mis en place pour faire le traçage, le suivi des rumeurs et nous permettant de venir avec des messages appropriés pour contrer ces rumeurs-là. Nous travaillons également avec Vital Strategy et Resolve to Save Lives, to Save Lives, et puis le World Economic Forum et l'OMS. Voilà un peu les partenaires du PERC. Alors, c'est quoi exactement ce partenariat? Le partenariat, c'est un partenariat public-privé qui soutient des mesures factuelles visant à réduire l'impact du COVID-19 dans les États membres de l'Union africaine. Donc, ça nous permet d'utiliser les données pour trouver le juste milieu entre les mesures sociales et les mesures de santé publique qu'ils ont mises en place et également pour laisser un minimum de fonctionnement au pays pour ne pas ruiner tout ce qui est sphère socio-économique et sanitaire. Alors, pourquoi trouver l'équilibre est important? Pour nous, trouver l'équilibre est important parce que les mesures de santé publique et les mesures sociales nécessitent des changements de comportement adaptatifs à grande échelle et sur une longue période de temps. Nous avons commencé par mettre les mesures sur pied depuis le mois de mars de l'année dernière. Ça fait déjà une année presque que nous sommes là-dedans. Donc, c'est sur du long terme qu'il faudrait voir. Et il n'existe pas d'approche universelle pour gérer une pandémie. Et les gouvernements ont dû adapter leur stratégie de lutte en se basant sur la recherche d'un équilibre justement entre les indicateurs politiques, les indicateurs sociaux, les indicateurs économiques et des indicateurs sanitaires. Et quand vous mettez le tout ensemble, ça devient extrêmement complexe. Le PERC collecte des données justement sociales, économiques, épidémiologiques. Et nous allons voir des exemples concrets également sur les mouvements des populations et la sécurité auprès des États membres pour déterminer l'acceptabilité, l'impact et l'efficacité de ces mesures de santé publique et sociale sur le COVID. Alors, il y a un cadre qui a été mis en place pour permettre de faire la prise de décision avec un certain nombre de questions que nous nous posons. D'abord, quand nous voyons la situation de la maladie, la transmission, la gravité, et en tenant compte de la capacité également diagnostique, on se pose des questions. Quel est le niveau du fardeau de la maladie sur la société? Et quelle est la capacité de test actuelle? Est-ce que le pays peut tester massivement, par exemple, le cas de COVID? La deuxième, ou bien les autres questions que nous devons nous poser également dans le cadre de prise de décision, c'est quelle est la capacité actuelle du système de santé publique à effectuer une surveillance et une recherche de contact pour interrompre les chaînes de transmission. On peut également se demander quelles mesures les travailleurs de santé sont-ils, est-ce qu'ils sont bien protégés contre les maladies, la transmission de maladies et autres. Donc, déjà, avant Covid et pendant Covid, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont bien? Donc, ça, c'est des questions qui nous permettent de voir la réponse du système de santé. Ensuite, dans la mise en œuvre des mesures sociales et de santé publique, comment le public perçoit-il le risque de Covid? Est-ce que c'est un risque qui n'est pas très perceptible, ou est-ce que le risque est là? Parce qu'il y a certains pays, les gens disent que non, nous n'avons jamais vu de patients Covid, nous n'avons pas vu ceci, cela. Donc, évaluer ce niveau de risque-là pour voir exactement dans quelle mesure les différents groupes de population ont-ils accès aux moyens d'adhérer aux mesures sociales et de santé publique. Également, c'est très, très important. Et enfin, dans le cadre de cette prise de décision, voir le niveau de fardeau secondaire. Quels individus et ménages sont les plus susceptibles de subir une perte de revenus ou une insécurité alimentaire à cause des mesures sociales et de santé publique? Ça, c'est un exemple de question qu'on doit se poser. Et quel est l'impact de Covid
et des mesures de santé, mesures sociales et de santé publique sur d'autres maladies. C'est très important. Nous avons des maladies telles que le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, et toutes ces maladies qui existaient déjà et dont le fardeau était déjà lourd pour le pays. Quel est l'impact justement de tous ces... Est-ce que le gouvernement a-t-il les moyens pour faire face à tout cela? Donc voilà un peu les questions dans le cadre de prise de décision qu'on devrait se poser. Alors, pour nous, il faudrait produire des données pour pouvoir trouver l'équilibre. Il y a beaucoup de données qui existent et si vous voyez à gauche de l'écran, vous avez des données épidémiologiques qui existent, vous avez des données de la presse, des médias sociaux, vous avez des données sur les questions de migration, la mobilité des populations, vous avez des questions, des enquêtes, des données d'enquête, vous avez des, etc. Il y a beaucoup de données qui existent, également des données sur les questions. Donc, ça permet de produire des rapports de politique de haut niveau à soumettre gouvernants. On peut faire des brefs thématiques à l'intention des techniciens, des brefs pays. On peut faire également des brefs biothématiques. Et également définir des tableaux de bord pour l'identification des foyers chauds, surtout, voir le niveau d'alerte également, et voir et également cela pourrait permettre à tout ce qu'on pourrait retenir comme leçon. Ensuite, comme on l'a dit, hein, ces comptes rendus per pays, par exemple, là, c'est un exemple de ce qui a été fait, par exemple, au Cameroun. On a publié ce rapport-là, d'accord? Et cela permet à éclairer la décision politique dans le pays. Et cela, nous l'avons mené déjà dans 19 pays d'Afrique et on les fait tous les 4 à 6 mois. Et les résultats de la prochaine vague, là, de la troisième vague, seront diffusés d'ici quelques jours. Comme nous sommes déjà en mars, nous allons diffuser les résultats bientôt. Et c'est basé sur la synthèse de données interdisciplinaires, comme je l'ai mentionné, plusieurs sources, y compris un sondage principal qui est représentatif au niveau national. Également, nous faisons tout ce que la surveillance des médias, des données épidémiologiques et autres sources de données qui sont disponibles de manière publique. Alors là, je ne sais pas, chez moi, l'écran... Oh bon, bref, c'est un exemple de ce qui se passe. Quand on prend, par exemple, là, vous avez sur le premier graphique là, que vous voyez juste au-dessus, c'est la moyenne mobile des nouveaux cas sur 14 jours, par exemple. Et en bas, c'est le nombre de temps. Au fur et à mesure qu'on introduit des mesures, on voit un peu l'évolution des cas, comment cela se comporte. Par exemple, le 15 mars, le pays a déclaré Covid comme un désastre. D'accord? Et les rassemblements des gens d'environ 100 personnes ont été limités. On a limité. Et en fonction de cela, on voit, vous avez les mesures. À chaque fois, quand on vient, par exemple, au 1er juin, il y a eu déjà, comment on appelle ça? Le lockdown, oh, j'ai oublié le terme en français. Vous voyez, à force de travailler en anglais, on oublie son français. Verrouillage. Le confinement, le confinement. Le confinement a été réduit au niveau 3. Donc, ça a permis, par exemple, à certains secteurs de réouvrir. On a levé le couvre-feu, les universités et les lieux de culte ont été réouverts. Mais malgré ça, les cas ont continué par augmenter. Vous voyez, les cas ont continué par augmenter. Jusqu'au 13 juillet, en voyant les cas augmenter, on a réintroduit le couvre-feu nocturne, etc. Donc, vous voyez un peu comment ça a influencé et la maladie a continué par progresser. Sur le graphique d'en bas, vous avez tout ce qui est mobilité au niveau individuel et également dans des lieux de récréation et autres, tout ça. Donc, au début de mars, il n'y avait rien, mais au fur et à mesure qu'on introduisait, vous voyez voir comment ça la mobilité jusqu'à un certain niveau, c'était même jusqu'à 80% de réduction.
des individus. Là, par exemple, c'est toujours dans ce contexte-là, c'est une enquête qui a été menée en Afrique du Sud. Par exemple, on a posé des questions pour savoir au niveau des mesures personnelles, quel est le niveau, par exemple, d'adhésion des individus? Est-ce que vous lavez les mains? Est-ce que vous utilisez les solutions hydroalcooliques pour vous nettoyer et autres, tout ça? Et le niveau de satisfaction des gens, par exemple, et du gouvernement également. Donc, ça permet de faire tout ça. Par exemple, quand on prend au niveau des masques, l'utilisation des masques, d'accord, 99% des gens qui ont été interrogés se disent prêts à utiliser les masques, par exemple. Et 93% reconnaissent que porter les masques peut prévenir la diffusion, par exemple, de Covid. Et 97% disent qu'ils ont déjà utilisé le masque dans la semaine précédente. Donc, vous voyez un peu, à propos, par exemple, des attitudes des gens sur la réouverture, que ce soit des frontières, que ce soit des activités de commerce et autres, tout ça, les gens ont donné leur point de vue. Et en fonction de l'heure à laquelle il faudrait réouvrir et autres, tout. Donc ça, ce sont des choses, et les gens, de 57% par exemple des gens qui disent que non, il faudrait réouvrir pour que l'économie continue de fonctionner. D'accord? Donc voilà l'importance de disposer de ce genre de données-là. Par exemple, la satisfaction avec la réponse du gouvernement à la COVID-19, vous avez en vert là, le pourcentage des gens qui sont très satisfaits et en gris, ceux qui sont, disons, plus ou moins satisfaits. D'accord? Et nous avons pris sur l'ensemble des États membres, il y a 39% qui se disent qu'ils sont satisfaits. Et quand on prend sur les 19 pays dans lesquels nous avons mené l'enquête, vous voyez qu'au Cameroun, il y a 24% des gens qui se disent très satisfaits et vous avez 40% des gens qui disent, bon, plus ou moins satisfaits, etc. Donc, vous voyez, ça permet au gouvernement de prendre les mesures. Alors, est-ce que vous avez ceux qui disent, bon, qui croient au gouvernement de la manière dont Covid a été géré, au niveau, par exemple, de la présidence, c'est 74%, ministère de la Santé, 79%, au niveau des centres de santé et des hôpitaux, 76%, des gens au niveau des médecins de famille et autres, ça, 75%, et ce qui n'est pas négligeable quand même pour, par exemple, voire 32% au niveau des guérisseurs traditionnels. Donc voilà, il faut contextualiser comme je l'ai dit. Donc là, vous avez l'impact sur les services essentiels de santé, d'accord? Quelles sont les raisons qui font que les gens, par exemple, évitent les services, Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci, docteur. J'entends ma propre voix, en fait. Je reçois un écho, je ne sais pas trop. OK. Là, c'est bon. Alors, voilà. Donc, ça, là, par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils n'utilisent pas les services parce qu'ils ont peur d'attraper le virus dans les services de santé. Il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas payer les services, etc. En ce qui concerne les difficultés d'accès aux médicaments et autres, tout ça, il y a 28% qui disent qu'ils ont des difficultés, les types de services que les gens n'ont pas accès, etc. Et autres, tout ça. Donc, par exemple, par service, quand vous prenez tout ce qui vient, par exemple, pour les contrôles de routine et autres, tout ça, 28% ne viennent plus, 15% pour le cas de paludisme, etc. Donc, vous voyez, ça permet
d'avoir l'information pour répondre. Et là, c'est un tableau de bord que nous venons, par exemple, d'introduire, surtout sur les foyers chauds. L'objectif pour nous, c'est d'identifier les pays susceptibles de devenir des points chauds pour l'allocation des ressources, surtout du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, et la connaissance de la situation dans le pays. Donc, nous avons catégorisé les pays en 4 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qui est gris là, où on n'a pas de données. Dans ce cas précis, c'est le cas de la Tanzanie. Vous avez le niveau vert, où c'est vraiment, il y a la diffusion, c'est une épidémie qui n'est pas, qui n'est pas très, très... en fait, le niveau est bas. Le niveau est bas, voilà. Le niveau d'alarme est bas, le niveau d'alarme est modéré. En jaune, vous avez le niveau d'alarme avec une épidémie qui est en train de croître, orange, et puis vous avez le niveau 4 qui est très, très étendu, en fait, et qui continue. Donc, on utilise ces 4 indicateurs pour noter les pays. Donc, nous utilisons l'incidence ajustée du ratio K-test, nous utilisons la tendance du taux d'incidence, et puis le taux de mortalité et tendance du tôt de mortalité. Donc, voilà un peu, nous faisons une combinaison de ces 4 indicateurs pour pouvoir classifier les pays. Alors, nous utilisons beaucoup plus ça en interne ici pour pouvoir faire la prise de décision. Alors, voilà les guides, par exemple, au niveau du niveau d'alerte. Quand on prend, par exemple, le niveau d'alerte, on prend, par exemple, les institutions scolaires, surtout préscolaires, et puis les centres de santé de jour. D'accord? Donc, si c'est au niveau 1, ça fonctionne en pleine capacité. Et quand vous parlez, par exemple, quand vous partez au niveau 4, hein, vous avez la capacité avec des petits groupes de 10 ou moins. Quand vous prenez, par exemple, les écoles en fonction là, on a classifié en fonction du système anglo-saxon. Hein, donc, kindergarten grade 8. Donc, je crois que ça va du jardin d'enfants au CM2, je crois. Voilà, pour classifier. Si c'est au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, qu'est-ce qu'il faut? Donc, ça donne une indication justement aux différents pays. Voilà, donc c'est ma dernière diapositive et pour plus d'informations, les États membres disposent d'une quantité considérable d'informations et de données analysées qui existent. Il faudrait savoir juste où sont les informations pour aller les chercher. Et une série de webinaires et de formations ont été planifiées avec les partenaires justement sur la diffusion de ces résultats-là que nous avons fait et que nous allons continuer par le faire. Voilà, la preuve, c'est que nous sommes en train de travailler avec ISS actuellement pour pouvoir diffuser ces résultats-là. Et le rapport également, nous allons produire un autre rapport en début avril. Et pour plus de détails, vous pouvez visiter ce site web-là qui va vous donner plus d'informations sur ça. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vais... Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Judalbaï, pour cette photographie des outils que vous avez mis en place pour documenter, mais pas seulement, mais pour aussi donner un cadre de décision sur les mesures sociales et de santé publique. En fait, beaucoup de choses intéressantes. J'ai noté aussi qu'il n'y a pas toujours une correspondance directe entre les mesures adoptées et la situation épidémiologique, ce qui nous pose évidemment des questions sur l'adhésion, mais aussi sur le poids des facteurs qui ne sont pas facteurs sanitaires sur la prise de décision. Donc, c'était très intéressant. En fait, je retiens aussi ce que vous avez dit sur le fait qu'il n'existe pas une approche universelle aux mesures et qu'en fait, le gouvernement doit rechercher un équilibre, vous avez dit, un équilibre qui est nécessairement contextuel. Et donc, à partir de ça, je crois que c'est intéressant, en fait, de regarder de plus près des ripostes en termes de mesures sociales et de santé publique mises en place dans les pays de l'Afrique francophone.
Et je demande donc à Valérie Reed de nous aider à comprendre en fait dans quelle mesure on a recherché et où on a atteint en fait cet équilibre et cette adhérence au contexte. Voilà, je vous rappelle que Valérie Reed est directeur de recherche au CEPED et qu'il est aussi actuellement en affectation à l'Institut de santé et développement de l'Université de Dakar. Valérie, à vous. Bien, alors bonjour tout le monde. Je m'assure que vous m'entendez bien. Bien. Ok, super. Alors bonjour tout le monde, merci de me donner la parole. Je vais évidemment pas répondre à votre question parce que je suis pas un magicien et que personne a une solution ou une réponse à la manière dont l'épidémie se diffuse en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier, zone dans laquelle je travaille, mais je vais vous apporter juste une réflexion, une contribution de réflexion et de travaux que nous menons collectivement. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, mais on est toute une équipe internationale dans la région et je les remercierai à la fin avec les noms de tout le monde. Ce que je vais vous présenter ici est un travail qu'on mène avec de nombreux collègues et qui a émané notamment à gauche d'un site internet qu'on a créé dès le mois de mars, dès le mois d'avril, financé par l'IRD en particulier, qui a permis immédiatement d'avoir un suivi et avec des collègues qu'on mobilisait dans tous les pays pour avoir un suivi de l'épidémie, bien avant que tous les autres partenaires et sites arrivent à s'organiser. On a été capable d'être assez réactif pour cette fois-ci et de partager ce site. Donc, je vous y réfère évidemment si vous êtes intéressé pour suivre l'épidémie sur ce site, ainsi notamment que les mesures qu'on a essayé de récolter au fur et à mesure dans les différents pays. Et une grande partie de ce que je vais vous dire aujourd'hui a été publié dans un article en préprint qui est accessible depuis cet été et qui est toujours en révision, puisque vous savez que c'est de plus en plus compliqué de publier aujourd'hui. Il y a une inflation d'articles, et donc c'est pas toujours facile d'être à jour, mais vous avez ici l'accès au préprint et vous pouvez aller voir ce qu'on vous dit en détail. Alors, si notre réflexion date jusqu'au mois d'octobre, je vous partage ici quand même l'évolution épidémique dans les 7 pays dans lesquels on travaille essentiellement. Vous voyez en haut à gauche l'évolution du nombre de cas Covid avec très très clairement l'évolution en 2 vagues dans un certain nombre de pays, notamment au Niger, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et dans d'autres pays, il n'y a pas eu de vague. Et il y a eu une deuxième vague qui est en train de démarrer, notamment au Bénin ou au Niger. Donc les situations sont quand même assez différentes d'un pays à l'autre. Et en bas à droite, vous voyez ce qui est plus important, puisque les enjeux de tests sont essentiels dans la sous-région. Vous voyez ici une évolution du nombre de tests, où la plupart des pays font entre 500 et 1000 tests depuis le début de la pandémie, mis à part peut-être la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui font un peu plus de tests que les autres pays. Donc c'est important évidemment de mettre en relation le nombre de tests qui sont réalisés avec le nombre de nouveaux cas. Et vous voyez en haut à gauche, il y a des cas négatifs au Bénin en particulier, puisque dans les statistiques, au début, ils avaient utilisé des TDR, si je me souviens bien, qui ont ensuite été annulés au niveau des résultats. Et donc, voilà pourquoi ça fait un peu particulier sur la figure. Donc ici, je vous présente la situation également du nombre de cas cumulés depuis l'épidémie, avec 2 pays qui se détachent de manière importante sur le nombre de cas, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et en bas, l'évolution du nombre de cas de décès cumulés selon les pays également, avec le Sénégal également et le Mali, qui sont un petit peu plus au-dessus des autres pays. Ce qui est important aussi, c'est de regarder la létalité. Alors, nous avons, avec les données de fin octobre, produit cette carte de l'Afrique en général pour les taux de létalité, avec en plus sévère, plus le taux est important, et plus le cercle est grand, et plus le nombre de cas de Covid est important. Et évidemment, vous voyez, comme tout le monde le sait, le constat de l'Afrique du Sud et de l'Égypte,
avec des pays où c'est un peu plus calme, notamment en Afrique de l'Ouest. Et à la date d'hier, donc au 1er mars 2021, à droite, la figure compare également le taux d'attaque pour 100 000 habitants en fonction des 7 pays dont je parlais tout à l'heure, avec le taux de létalité. Et vous voyez une diversité de situations qui permet de dire que c'est très difficilement compréhensible la plupart du temps. Vous voyez avec le Sénégal qui a le taux d'attaque le plus grand de ces pays, mais d'autres endroits comme le Niger ou le Mali où les taux de létalité sont les plus importants alors que les taux d'attaque sont très faibles. Donc il y a des vrais défis de compréhension de la situation épidémiologique. Enfin, dernière figure épidémiologique, ce que nous avons essayé de faire, et ça c'est notamment le travail d'Emmanuel Bonnet, qui est un géographe à l'IRD, c'est de comprendre la diffusion de l'épidémie et de faire ce qu'on appelle des analyses spatio-temporelles qui montrent des groupes d'évolution différents en fonction des pays. Alors à droite, vous reconnaissez le Burkina, et à gauche le Sénégal, qui sont les deux seuls pays où nous avons pu avoir des données à un niveau infranational et qui montrent que l'évolution de l'épidémie est en fonction de clusters, de grappes spatio-temporelles qui peuvent être variables en fonction du temps et qui doivent être prises en compte au niveau national et régional pour comprendre et agir au niveau de l'épidémie. Et ça, c'est la situation à partir de données que nous avions du mois d'avril au mois d'octobre, mais il faudrait évidemment continuer de faire ces analyses. Alors, quand on regarde les mesures gouvernementales, qui était la question spécifique qui m'était posée, quand on regarde ce qui s'est passé au premier semestre donc 2020, il y a 3 constats importants, nous semble-t-il, dans ces pays. Le premier, c'est que les mesures, contrairement à beaucoup de pays, notamment européens, les mesures gouvernementales ont été rapides, immédiates et fortes en fait. Je vous donne dans le tableau suivant une comparaison pour ces 7 pays entre la date du premier cas et la date de la première mesure de santé publique significative et majeure. Et vous voyez assez bien que la plupart du temps, les mesures ont été décidées avant que le premier cas arrive dans les pays, ce qui montre une volonté très forte des États et une assez bonne préparation à la situation avec, par exemple, le Bénin qui a mis en place le contrôle de la température, le Burkina qui a interdit des événements nationaux, le Mali qui a interdit les interdictions de rassemblement dès début mars, comme le Niger ou le Sénégal également en mars. Donc vous voyez, dans la plupart des pays, des mesures très rapides, des mesures rapides et fortes ont été mises en place. Le deuxième élément important, mais sur ces mesures rapides et fortes, j'aimerais juste revenir sur la question du lockdown, comme dirait le docteur tout à l'heure, donc le confinement. Et à ma connaissance, aucun pays de la région a mis en place un confinement national très dur et très fort, comme on a pu le voir en Asie ou en France. Le deuxième élément, c'est l'intensification et le ciblage progressif. Donc progressivement, au fur et à mesure des mois, je dirais jusqu'au mois de mai-juin, en fonction des pays, il y a eu une intensification des mesures avec un renforcement des interdictions, un renforcement de l'obligation, par exemple, du port du masque dans certains pays, ou comme au Mali, en avril, le gouvernement a lancé l'opération Un Malien, un masque, ou une Malienne et un masque, avec soi-disant la commande de plus de 20 millions de masques pour le pays. Donc on a étendu assez rapidement les situations avec des éléments qui changeaient parfois, avec des interventions plus spécifiques sur les capitales ou les grandes villes et un peu moins en zone rurale. Enfin, le troisième élément dans le processus, c'est qu'il y a eu une réduction et une levée progressive en fonction parfois et difficilement parfois compréhensible par les populations de l'épidémie, de mesures qui ont été levées progressivement au mois de juin, mai-juin, en fonction des pays. Par exemple, au Sénégal, en mai, on a réouvert les écoles et au Niger, c'était le 1er juin. Avec parfois un peu de cafouillage et de difficulté à mettre en place les mesures
comme par exemple au Sénégal où le 2 juin, on a annoncé la réouverture des classes, mais le lendemain, on a dit qu'on allait les fermer et que c'était pas bon et que le 25 juin, on a finalement décidé de relever de réouvrir les écoles. Donc, parfois des difficultés de cohérence et j'y reviendrai par la suite. Alors, si je vous présente rapidement la question du Sénégal sur les éléments de riposte, donc vous voyez ici l'évolution du nombre de cas Covid au Sénégal depuis le début de la pandémie en rouge et en gris derrière le nombre de tests effectués. Donc, vous voyez que l'évolution, il y a une certaine corrélation entre ces deux courbes. Au Sénégal, ce qui est intéressant, c'est que dès le mois de janvier-février, il y a eu un plan de préparation à la riposte qui a été fait, alors même que les cas Covid se diffusaient en Asie puis en Europe. Le Sénégal n'avait pas encore vu son premier cas et ils avaient déjà planifié un premier plan de préparation à hauteur de 1,2 milliard. Ça a été donc assez important. Et puis ensuite, le premier cas a eu lieu, si je me souviens bien, mardi et en mars, et le jeudi, le ministère s'est rassemblé pendant 3 jours, s'est enfermé dans les bureaux, jour et nuit également, semble-t-il, pour produire un plan à la demande des instances gouvernementales qu'il devait présenter le lundi. Et donc, il y a eu un branle-bas de combat important au niveau rédiger un plan de contingence qui a été relativement sectoriel au début, avec assez peu de coordination avec les autres secteurs et assez peu de participation des éléments périphériques du système, donc très centralisé de l'aveu même des personnes qui étaient au cœur de ça, mais ça a permis quand même de produire ce plan de contingence avec une demande une budgétisation de 64 milliards. Puis en septembre, il y a eu ce qu'on appelle une revue interaction, une espèce d'évaluation participative de capitalisation qui a réuni une centaine de personnes dans 4 hôtels pendant 4-5 jours pour réfléchir et évaluer ce qui s'était passé de manière à en tenir compte pour créer donc la phase 2 du plan de contingence, vous voyez à droite, qui lui est pour septembre 2020 à février 2021 et la phase 3 est en cours de production. Donc vous voyez des planifications et les pays ont parfois été très rodés et très efficaces dans ce genre de processus. Maintenant, quand on regarde les ripostes dans tous ces pays, on a mis au jour avec l'équipe 6 grands pays en particulier et j'aimerais aller ici rapidement. Premier défi un peu commun et transversal au pays, c'est celui des lieux de culte. Alors, il y a eu dans beaucoup de pays la fermeture des lieux de culte, mais des débats et des défis entre les différentes religions, entre certaines religions qui voulaient fermer tel ou tel lieu et d'autres qui ne voulaient pas, avec des personnes qui allaient prier et qui ne comprenaient pas pourquoi on les empêchait de prier alors que seul Dieu pouvait leur permettre de sauver la situation. Donc, il y a eu des difficultés sur les mesures concernant les lieux de culte. Le deuxième défi, c'est la centralisation des décisions dans beaucoup de pays qui ont une tradition évidemment de centralisation. On est revenu au réflexe habituel et on a beaucoup centralisé la réponse, mais également l'organisation des soins qui a été centralisée au début et qui s'est ouvert après tout doucement à la décentralisation, mais quand même, au début, on a été très centralisé. Le troisième défi, c'est celui de l'acceptation sociale des mesures qui souvent ont été très restrictives avec beaucoup d'interdictions et dans beaucoup de contextes, on a vu des manifestations qui, en Côte d'Ivoire, à Conakry ou à Dakar, a fait en sorte que des populations, des jeunes ou des moins jeunes, se sont un peu révoltés et ont ici cassé un centre de traitement, là manifesté contre la police qui en profitait pour réclamer un petit peu d'argent quand les gens n'avaient pas les masques dans la rue, dans les voitures. Et donc, on a eu quand même des mouvements sociaux importants dans certains contextes. Le quatrième défi, c'est celui des processus de décision et du défi que les décideurs ont eu à utiliser des preuves scientifiques pour décider des actions qu'ils allaient mener, mais en même temps des contestations sociales dont je viens de parler, et évidemment le défi de l'utilisation
de la recherche et de la science dans un contexte où on sait un certain nombre de choses, mais sur Covid, on était encore en train d'apprendre. Le cinquième défi, celui de la logique et de la cohérence. Beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre la cohérence des mesures, alors même que l'épidémie était très contenue dans certains pays ou quasiment inexistante dans d'autres, alors même, comme on l'a vu dans les graphiques, que les vagues devenaient des vaguelettes et disparaissaient et que les mesures, elles, continuaient. On a eu du mal à comprendre ces enjeux-là dans beaucoup de pays et parfois des petites querelles de cohérence entre certains départements, comme en Guinée par exemple, entre l'Agence nationale de sécurité sanitaire et le ministère de la Santé, qui ont eu au début du mal à se coordonner, ou au Mali, où on a maintenu par exemple les élections législatives en avril, comme dans d'autres pays, en se demandant quels étaient les liens avec la pandémie. Et enfin, le dernier défi, c'est celui de la conciliation entre les priorités de politique et de politique de santé publique et évidemment les enjeux économiques. On l'a vu dans tous les pays du monde et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest dont on regarde ici les mesures, ça a été également le cas avec des mesures fortes dans certains pays comme décider de décaler le paiement des factures d'eau et d'électricité, par exemple, au Burkina, en Guinée, en Côte d'Ivoire, ou de réduire le prix de l'essence pour le carburant en Guinée, ou de subventionner le tourisme au Sénégal. Bref, plusieurs mesures de nature économique importantes dans certains pays. Il vous reste une minute. Alors, pour étudier ces mesures, oui, pardon. Non, il vous reste plus ou moins une minute. Ok, d'accord. Allez. Excuse-moi, je pensais que j'avais le même temps que le docteur. Donc, je vais. Un quart d'heure plus ou moins. S'il ne reste plus qu'une minute, je vais terminer sur deux diapos. La première, c'est qu'on a fait une enquête nationale au Sénégal pour comprendre l'acceptabilité sociale de ces mesures. Et c'est intéressant parce que vous voyez en haut à droite que le couvre-feu a été relativement bien accepté par les populations, contrairement à la fermeture des lieux de culte, et puis une relation assez étroite entre l'évolution de la pandémie et la confiance dans le gouvernement pour lutter contre la pandémie, et que dans les régions où le taux était plus important d'épidémie, les gens avaient tendance à avoir moins confiance au gouvernement pour lutter contre la pandémie. Alors, donc, je passe tout ça, je suis désolé. Je termine par, évidemment, au-delà des mesures actuelles, les stratégies centrales. La stratégie centrale aujourd'hui, c'est celle de la vaccination. Alors, vous voyez ici des images sur la vaccination qui est arrivée au Sénégal la semaine dernière. Et nous avons également, avec les collègues ici de l'IZ à Dakar et le professeur Faye, fait une étude nationale pour comprendre, avec un modèle psychosocial un peu solide, l'intention de se faire vacciner par la population, où nous voyons que un tout petit peu plus de la moitié de la population déclare avoir l'intention de se faire vacciner, et ça montre que les défis de la mise en œuvre de la vaccination seront importants, puisque les raisons pour la plupart des personnes qui affirment refuser de vouloir vacciner sont essentiellement liées au manque de confiance ou au manque d'information à l'égard de la vaccination. Et donc, au-delà des mesures, on verra l'importance de la vaccination. Et donc, je termine par remercier tous les collègues de tous les pays avec qui nous travaillons depuis le début de la pandémie et qui ont permis qu'on puisse aujourd'hui vous présenter ces résultats. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Reed, pour nous avoir donc porté plus proche des postes mis en place en Afrique de l'Ouest. En fait, je trouve intéressant l'idée d'une connexion peut-être entre l'acceptabilité des mesures sociales et de santé publique, leur cohérence et les formes aussi des processus de décision. Mais sans tarder, je vais donner tout de suite la parole au docteur Mohamed Ali Ahmed, qui va nous porter encore plus à l'intérieur du contexte, en nous montrant en fait les défis qui sont liés à la mise en œuvre des mesures de distanciation physique chez les personnes déplacées internes au Mali. Dr Mohamed Ali Ahmed est chercheur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et à l'Université de Bamako.
et facilite un réseau d'experts qui s'appelle Afrique francophone et fragilité. Docteur Mohamed. À vous. Merci beaucoup. C'est aussi un plaisir pour moi d'être associé à ces webinaires et vous remercie aussi de m'avoir y associé. Donc, pour notre cas, on va essayer de partager un peu notre expérience au cours d'une recherche, en fait, qui est pas encore totalement terminée et dont on va présenter les résultats préliminaires. Donc, une recherche qui est un peu plus large, qui porte sur les mesures de santé publique de façon générale. Mais la présentation va porter ici spécifiquement sur les mesures de distanciation physique, les défis qui sont liés à leur mise en œuvre chez les personnes déplacées internes au Mali. Donc, le plan de présentation va être classique. Vous m'entendez? Oui, est-ce que la présentation est... Oui. Vous pouvez la voir? Merci. Oui, Et, oui. s'il vous plaît, indiquez-moi quand est-ce que vous voulez que je passe la diapo. Merci. OK. Suivante. Donc, les plans vont être les plans classiques. Donc, diapo suivante. Les plans vont être les plans classiques de présentation. Et puis, ça prend un peu de temps à arriver, mais... OK. Donc, diapo suivante. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Mali, c'est un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays très très large. 2 tiers du pays sont désertiques. On est actuellement à un peu plus de 18 millions de personnes, un pays essentiellement rural et un des pays les plus pauvres au monde. Et un pays qui, depuis 2012, fait face à des conflits avec des groupes armés qui ont entraîné d'importants mouvements de population, notamment à l'intérieur du pays, ce qu'on appelle les déplacés internes, qui sont estimés à environ 240 000 personnes selon les HCR en mars 2020. Et ces personnes, souvent, se regroupent dans des bidonvilles autour des grandes villes ou parfois dans des familles d'accueil à travers leurs parents qui sont dans les grandes villes ou encore des connaissances. Les mouvements importants aussi ont mené des populations vers les refuges dans différents pays. Mais pour ce qui concerne notre étude, on va spécifiquement s'intéresser aux personnes déplacées internes. Diapo suivante. Donc, le premier cas du Covid, c'est au Mali, on l'a eu en mars 2020. Comme les plusieurs mesures ont été mises en place, notamment la quarantaine, qui ont des masques, etc. Et ces mesures sont considérées comme un des piliers importants de la riposte contre la COVID-19. Pour ce qui concerne les mesures de distanciation physique qui nous concernent ici, les mesures mises en place, c'est l'interdiction des rassemblements et des prières collectives, la fermeture des écoles et des universités, le couvre-feu et la fermeture des frontières. Contrairement à d'autres pays, au Mali, il n'y a pas eu d'interdiction des transports interurbains, il n'y a pas eu de fermeture des marchés publics, mais il y a eu seulement une réglementation des heures d'ouverture. Le constat qui a été fait, c'est que, bien entendu, comme dans plusieurs pays, l'application de ces mesures est restée assez problématique, et pour les personnes déplacées internes, en raison de leur spécificité et de leur vulnérabilité. Le but de notre étude, donc, était, comme je l'ai dit, ça concernait la diapo suivante, des mesures de santé publique de façon plus générale, mais il s'agissait pour nous d'identifier, c'est une étude exploratoire qui avait pour but d'identifier les défis rencontrés par les différents acteurs qui interviennent au niveau des personnes déplacées internes, notamment les acteurs humanitaires, les autorités sanitaires, administratives et politiques. Et deuxièmement, du côté des personnes déplacées internes, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour adopter ces mesures. Diapo suivante. La méthodologie est classique, celle d'une étude qualitative exploratoire. La collecte s'est passée entre novembre et décembre 2020 et sur 2 sites des personnes déplacées internes à Bamako et à Ségou. Nous avons interrogé 65 participants à travers 37 entretiens individuels, 7 focus group, et on a essayé de diversifier les différents participants, notamment
en interrogeant 47 personnes déplacées internes et 18 acteurs humanitaires, autorités sanitaires, administratives et politiques. Tous les entretiens ont été enregistrés et transcrits et nous avons utilisé l'analyse de contenu thématique pour pouvoir faire l'analyse. Donc, et le logiciel NVivo a été utilisé. Il faut dire que cette étude a aussi reçu l'approbation éthique de la faculté de médecine. Pour en venir aux résultats, les principaux résultats, pour les acteurs notamment, les acteurs humanitaires et aussi les autorités administratives, politiques, sanitaires, nous avons regroupé les défis en deux gros défis, notamment la diapo d'avant. Okay, donc nous avons les sites, notamment, ils conviennent tous que les sites d'accueil qui ont été alloués aux personnes déplacées internes, hein, parfois ce n'est pas des sites d'accueil alloués, parfois ils se sont eux-mêmes regroupés, ils se sont retrouvés ensemble selon les connaissances dans certains sites, dans les bidonvilles, n'étaient pas vraiment adaptés, il n'y avait pas d'espace pour permettre d'assurer une distanciation physique. Comme nous le dit cet humanitaire, il dit c'est la promiscuité au niveau des sites. Au niveau des sites des PDI, les gens ont l'air perdus, ils se regroupent pour échanger. Bon, la distanciation, c'est quasi impossible, ils sont nombreux et l'endroit n'est pas adapté. Aussi, tous les acteurs convergent pour dire qu'ils ont des moyens très, très limités pour pouvoir assister les personnes déplacées internes et pour leur permettre d'assurer une distanciation physique. Comme le dit aussi cet autre humanitaire, il dit nos moyens ne nous permettent pas de couvrir tout. Ils étaient dans les besoins car il n'y a pas d'activité génératrice de revenus pour qu'ils puissent être autonomes. Il y a aussi ce chef de service qui nous dit on n'a pas les moyens de leur construire suffisamment de hangars ni pour les aider. Ça, c'est quelques verbatim illustratifs. Pour les personnes déplacées internes, on a regrouper les différentes difficultés, d'abord en des besoins pour eux de participer aux différents événements sociaux dans leur entourage, notamment les baptêmes, les mariages. Il était quasi impossible pour eux d'avoir des repas seuls, donc ils mangent autour d'un seul plat, donc ce qui est incompatible avec les mesures de distanciation sociale, mais aussi pour s'allier. C'est pratiquement pour eux inimaginable qu'ils ne puissent pas se serrer les mains ou encore se faire des accolades. Comme nous le dit cette personne, il dit il n'est pas facile du jour au lendemain d'abandonner nos habitudes. Par exemple, quand une personne s'abstient de s'allier avec les mains, ça peut paraître comme de la négligence ou que la personne pense être un rang supérieur par rapport à l'autre et cela peut être perçu de façon négative. Il y a aussi beaucoup de croyances qui font que les gens n'adoptent pas les mesures de distanciation physique. Comme nous dit cette autre personne déplacée interne, on parle de coronavirus, mais personne n'a vu de malades. C'est un peu la pensée de la population ici. Diapo suivante. Toujours en lien avec les personnes déplacées internes, aussi, et aussi signale la promiscuité au sein de leur foyer. Imaginez une famille dans une case de 4 mètres carrés avec 5 à 6 personnes. Comment on peut respecter la distanciation physique? C'est compliqué. Il y a aussi beaucoup de commodités qui sont partagées, notamment les toilettes. Voilà, en même temps, c'est 3, parfois 5 ménages utilisent la même toilette. Bon, je vois mal comment on peut respecter la distanciation physique. Aussi, les personnes déplacées internes n'ont pas de l'eau au niveau de leur foyer. Ils ont parfois des bornes communes qui sont partagées, donc ils sont obligés de se regrouper. Parfois même, il y a des bousculades pour pouvoir avoir accès à l'eau potable, ce qui rend pratiquement impossible le respect des mesures de distanciation physique. Et aussi, les gens prennent les distanciations physiques comme quelque chose qui peut les isoler, alors qu'ils ont toujours vécu ensemble. Donc, le fait de rester seuls, c'est très, très difficile pour eux, encore plus quand ils sont déplacés internes parce qu'ils ont déjà quitté leur environnement dans lequel ils ont toujours vécu. Et il y a toujours cette habitude pour eux d'aller toujours vers les autres pour aller partager les informations et puis avoir des informations. Diapo suivante. Donc, pour finir,
On a fait une petite revue de littérature en novembre. Et il semble que c'est une première étude, en tout cas en Afrique subsaharienne, qui s'intéresse aux mesures de santé publique chez les personnes déplacées internes. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que les personnes déplacées internes semblent plus sensibles à certaines mesures plus que d'autres. Par exemple, la fermeture des frontières, la fermeture des écoles, tout ça n'apparaît pas du tout ou en tout cas très peu au cours de nos entrevues. C'est surtout les mesures en lien avec les regroupements qui sont mises au devant comme représentant des défis. Et l'approche proposée par les acteurs humanitaires, en tout cas, ne semble pas suffisamment prendre en compte ni leurs vulnérabilités ni leurs besoins. Et ce qui est sûr, c'est que, bon, au niveau, en tout cas, des sites que nous avons vus, les mesures de distanciation physique ne sont pas du tout respectées par les personnes déplacées internes, en raison notamment de leurs conditions de vie qui ne permettent pas de respecter ces mesures. Et souvent, les solutions proposées sont soit de changer les sites pour les amener dans des endroits un peu plus où ils ont plus d'espace, ou encore améliorer les habitats. Il y a aussi beaucoup de croyances et de valeurs sociales qui sont très très fortes et qui sont quasiment incompatibles avec le respect des mesures de distanciation physique. Et tous les acteurs, comme je l'ai dit, convergent pour dire que les ressources qu'il y a actuellement ne permettent pas de prendre en charge ces personnes déplacées internes. Alors, il faut juste dire que nous avons fait cette étude à Bamako et à Ségou, plus ou moins sécure, mais il y a encore des personnes déplacées internes, beaucoup de personnes déplacées internes au centre du pays, dans la région de Mopti et puis vers Gao, souvent où on a même des problèmes pour accéder en raison des problèmes sécuritaires. Voilà, donc dernière diapo, s'il vous plaît. Voilà, là, je vous donne l'équipe au nom de laquelle je vous remercie. Donc, le docteur Birama Afoli, Awa Diarra, Fatmata Bintou Traoré, docteur Dambélé, Djeneba Diarra et Cheikh Omar Tangara. Voilà, cette étude a été possible grâce donc pilotée par la faculté de médecine de Bamako, l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et notre réseau Afrique francophone et fragilité, qui est fait d'experts qui se donnent comme objectif de soutenir le système de santé dans les pays francophones fragiles. Et elle a été rendue possible grâce à notre partenaire ELRA, qui a financé cette étude, qui est encore en train d'être finalisée. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, donc, Dr Mohamed Ali Ahmed, pour nous avoir montré un peu les défis d'application de ces mesures dans un contexte si spécifique. Et en fait, on est un petit peu en retard, mais on a la possibilité de prendre une dizaine de minutes, si vous voulez, rester en ligne, et comme ça, on pourra échanger un petit peu après les présentations. Donc, vous pouvez poser des questions sur la boîte de discussion, ou bien vous pouvez, je crois, prendre la parole directement. Dans ce cas, je vais demander à ma collègue Kuncha de m'aider parce que je ne crois pas voir les mains. Et donc, voilà, mais c'est possible. Et je crois qu'il y a peut-être déjà un commentaire du Maroc de Dr Iman Chroundi qui a peut-être un commentaire à faire. Déjà, je sais pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je remercie Concha de m'avoir invité à participer à cette réunion et à Glia aussi. Écoutez, j'aimerais bien apporter un petit commentaire par rapport à la situation au Maroc parce que je sais que et j'ai vu que ça n'a pas été inclus dans les travaux de groupe comme pays, mais il y a un petit témoignage intéressant à amener. Mais bon, je précise le cadre parce que je n'ai jamais été impliquée dans le processus de prise de décision parce que je ne fais pas partie du ministère de la Santé. Et également, comme il s'agit d'un corpus dans lequel on est en train de discuter, qui est un corpus qui est impliqué dans la formation des épidémiologistes de terrain, j'aimerais apporter un point de vue de chercheur
épidémiologistes, mais aussi d'enseignants. Parce que pour moi, la formation en épidémiologie a un avant et un après Covid. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Que dans tous les modules de formation en épidémiologie de terrain qu'on a vu se développer au Maroc, avec que ce soit l'Institut de veille sanitaire en France, que ce soit le CDC d'Atlanta et que ce soit les autres initiatives qui se sont implémentées au Maroc et pour la formation, qui se sont impliquées pour la formation des épidémiologistes de terrain et surtout dans la lutte contre les maladies épidémiques, on a constaté qu'il y avait une petite défaillance par rapport à la formation, c'est que on n'intègre jamais la décision, la prise de décision ou comment les étudiants pourront prendre des prises de décision en urgence et surtout prendre en considération, comme l'a dit le premier intervenant, que les prises de décision ne peuvent pas être universelles, mais elles doivent être contextuelles et même à l'intérieur même d'un pays, il y a de grandes différences d'exposition aux maladies infectieuses et même de vulnérabilité aux maladies infectieuses d'une région à donner, donc, mais grossièrement entre le rural et l'urbain. Alors, donc voilà ce que j'ai constaté comme défaillance dans la formation, c'est que on ne leur apprend pas de prise de décision et surtout la prise de décision finalement, quand on a une absence d'évidence scientifique, comme ça a été le cas pour la Covid, ben finalement la prise de décision, elle se prend sur quelle base? Une prise de décision qui est non dangereuse ou la moins dangereuse possible, c'est sur une base éthique. Et donc là, déjà, tous les intervenants n'en ont pas parlé. Et puis surtout, même au Maroc, j'ai constaté que personne n'a parlé de prise de décision éthique ou de conflit. Hein, quelques intervenants l'ont dit, mais il y avait des conflits dans la prise de décision qui impliquent la santé publique ou les individus, ou alors même la profession. Et je pense que peut-être qu'on gagnera à mettre en place un cursus de formation plus axé sur la prise de décision et aussi intégrer l'éthique comme composante indispensable, aussi bien depuis la collecte des données à l'analyse des données. Donc ça, c'est un point de vue. Là encore, que ce que je constatais par rapport à la gestion de la pandémie au Maroc, même dans certains pays, puisque chez nous, la flambée s'est surtout manifestée avec le confinement. Moi, je vous l'ai dit, parce qu'on a une densité dans les foyers qui est tellement importante chez les personnes qui étaient extrêmement vulnérables de par leur profession, surtout après l'ouverture des usines. Donc, on a constaté qu'il y avait des corps de métier comme les médecins de travail qui étaient complètement incompétents à mettre en place des mesures de prévention dans des collectivités fermées comme ça. Et donc là encore, il y a des corps de métier qui existent, mais qui n'étaient pas performants et le rôle était crucial dans le contrôle de la pandémie. Et justement, c'est ce qui a expliqué qu'au Maroc, juste après le déconfinement, on a eu ces flambées-là parce qu'elles sont parties justement de ces corps de métier qui travaillaient dans les usines ou travaillaient dans des endroits clos. Donc voilà. Alors maintenant pour un commentaire beaucoup plus politique, je dirais, ou social, moi j'ai pas ces compétences-là. Par contre, mon action et ma contribution en tant qu'enseignante à la faculté de médecine, puisque on avait fermé les facultés de médecine, les étudiants étaient complètement désœuvrés, et à ce moment-là, j'ai agi en organisant des webinaires autour de l'éthique de santé publique au temps de la Covid. Et je vais vous donner le lien d'un webinaire que j'avais organisé avec un sociologue et économiste marocain très chevronné qui avait fait une analyse très, très intéressante et même donné des solutions pour la gestion de la pandémie et aussi pour donner des orientations à nos politiciens pour la santé, pour la Covid. Alors, je vous donnerai le lien. Et un autre élément aussi qui est très intéressant, c'est que j'avais invité aussi un professeur en communication et un professeur en langue qui a participé avec moi à un webinaire sur la communication en temps de la Covid. Et justement, il avait souligné un aspect qui est très intéressant, qu'il n'a jamais vu sur la toile la profusion d'autant de blagues autour d'une thématique de santé publique au Maroc. Et il a apporté un regard très, très intéressant, parce que vous savez, au Maroc, on a une grande population, une grande majorité de la population qui est analphabète, mais aussi une grande partie de la population qui a fait des études francophones, donc elle est très axée médias français. Et vous allez voir un peu les réactions au niveau de la rue, elles sont très, je dirais, éclectiques, puisqu'il y en a qui reproduisent un peu le comportement donc, qui est observé
et les attitudes qui sont observées un peu en France et puis d'autres qui sont complètement décalées. Alors, je vous donnerai le lien des deux webinaires. Je pense que il donne une image assez générale de ce qui s'est passé au Maroc. Et moi, je ne pourrais pas témoigner directement parce que je n'ai pas participé directement ni à la collecte des données ni à la prise de décision, mais j'ai eu un regard d'enseignante sur cette pandémie. Je vous remercie encore une fois. J'espère que j'ai été utile et j'ai répondu à tes préoccupations, Concha. Voilà. Merci beaucoup. Je vois, Concha, qu'il y a 2 questions dans la boîte à discussion. On peut peut-être récolter ça et puis on va donner un petit espace de réponse aux panélistes et puis on va passer aux conclusions, je crois. D'accord. Donc, les 2 questions, est-ce que vous m'entendez? Oui. Les 2 questions, je vais les poser tout ensemble et je crois que les panélistes peuvent les répondre à leur tour. Donc, la première question, est-ce que le relativement peu de cas en Afrique est lié à l'anticipation des mesures ou bien à d'autres facteurs comme le climat, jeunesse de la population, etc. Peut-on le dire? Voilà la première question. Et la deuxième question, est-ce y a-t-il plus de cas de Covid au sein des personnes déplacées internes que dans le reste de la population? Voilà, c'est tout pour le moment. Je laisse la parole aux panélistes. S'il y a quelqu'un qui a envie de répondre à quelques stimulations qu'on a eues. Moi, je vais peut-être essayer de répondre à la première question, hein. Donc, moi, je pense qu'il y a une combinaison de facteurs qui font que, bon, le premier cas, mais nous n'avons pas encore d'évidence. Et je crois qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours et une fois que nous aurons les résultats de ces travaux, nous serons en mesure de répondre à certaines questions, notamment sur les critères de la genèse de la population africaine, etc. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'autres types de coronavirus qui ont circulé sur le continent. Peut-être qu'il y a eu une immunité croisée, nous n'en savons rien. Et là également, il y a des travaux qui sont en cours et quand nous aurons les résultats, nous en saurons plus. Mais ce qu'il faudrait constater, c'est qu'actuellement, la deuxième vague qui frappe le continent est plus importante que la première vague qui est passée. Vous voyez, donc on ne peut pas s'appesantir sur les critères, non, que la population est jeune, que ceci, cela et autres, tout ça pour dire que l'Afrique. Actuellement, par exemple, le taux de létalité due au coronavirus sur le continent africain est plus élevé que le taux de létalité sur le plan global. Sur le plan global, c'est 2,2%, mais sur le continent aujourd'hui, nous sommes à 2,6, presque 2,7%. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que non, que l'Afrique a été moins touchée. Et également, avec le peu de textes effectués sur le continent au début, cela n'a pas permis également de savoir avec précision quelle est l'ampleur de la pandémie sur le continent africain. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre qui nécessitent d'informations complémentaires pour pouvoir tirer des conclusions. Voilà ce que moi je peux dire sur la première question. En ce qui concerne la deuxième question sur les populations mobiles et autres, tout ça, moi, je n'ai pas de réponse là. Mon collègue de l'université de Bamako peut-être pourra en dire davantage là-dessus. Merci. Peut-être, moi, j'aimerais faire deux, trois points sur ces questions-là. Le premier, évidemment, personne n'a la réponse à laquelle, et effectivement, il y a plein de travaux et certains sont déjà sortis et ça montre la complexité de ces questions-là. Deuxièmement, il y a également des débats sur le lien direct et causal entre le virus SARS-CoV-2 et la maladie Covid-19, et que ce n'est pas aussi simple que ça non plus. Et puis, troisièmement, je pense qu'il y aurait une erreur qu'on commettrait tous, c'est de dire que l'épidémie est un problème de virus et un problème médical, et que l'épidémie exacerbe de très, très nombreuses choses, comme toutes les épidémies et comme toute l'histoire de la santé publique, et que malheureusement, cette nouvelle épidémie n'a fait que remonter
sur le devant de la scène des erreurs qu'on a commises dans le passé en permanence, en médicalisant la problématique, en mettant dans les comités scientifiques ou les comités de soutien de ceux qui prennent la décision, pour reprendre le point de la collègue du Maroc, essentiellement des médecins, des immunos, des virologues, et en oubliant les communautés, en oubliant les sciences sociales, en oubliant les experts du terrain. Et quasiment tous les pays ont fait cette erreur et on est revenu sur des réflexes assez classiques d'une santé publique du siècle dernier où les pasteuriens sont sur le devant de la scène. Et ça, je pense que c'est une nouvelle leçon, mais malheureusement pour les plus vieux d'entre nous ou d'entre vous, vous mettez où vous voulez, ce n'est pas nouveau et il faudrait qu'on réfléchisse à comment se fait-il que on est encore dans cette erreur et que et le cas de la vaccination miracle montre bien que là aussi il y a un défi important. Donc voilà, il faut, je pense moi, qu'il y a un besoin de renouvellement de génération de cadres de santé publique et de changement fondamental de paradigme de formation des acteurs à la santé publique. Et ça, c'est valable malheureusement dans le monde entier. Voilà pour moi. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, pour la première question, je pense qu'elle a été répondue parce que bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment assez de données pour dire que l'anticipation des mesures a entraîné le fait qu'il y a très peu de cas en Afrique. Je ne pense pas que, bon, parce que l'application des mesures, en tout cas pour mon expérience, l'application des mesures déjà en Afrique est très, très problématique. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de pays, même si la présentation du professeur Valérie Reed montre des liens entre l'application des mesures de santé publique, des corrélations en tout cas. Moi, sur l'application de ces mesures en Afrique, elles sont efficaces, ça c'est vrai, mais sur leur application, je ne suis pas sûr que la façon dont elles sont appliquées puisse permettre d'avoir un impact sur le nombre de cas, par exemple. Maintenant, pour la deuxième question, bon, dans notre cas, on n'est pas allé regarder le nombre de cas de personnes déplacées internes, mais il y a des études qui ont démontré cela, qu'il y a plus de cas, surtout quand il n'y a pas un contrôle strict c'est-à-dire dans certains pays où les personnes déplacées internes et les réfugiés sont très bien encadrés. Il y a eu moins de cas que dans d'autres pays où il n'y a pas d'encadrement. En tout cas, pour les cas du Mali, elles ont toutes les prédispositions pour pouvoir avoir plus de cas que la population générale, par exemple. Mais on n'est pas allé regarder de façon spécifique pour faire des comparaisons avec la population générale, par exemple. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va s'approcher aux conclusions de cette conversation. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans notre réflexion. Il me semble qu'il y a beaucoup de mots-clés, en fait, que j'ai notés. D'abord, on a commencé avec la nécessité de documentation des mesures sociales de santé publique, donc le thème d'avoir des outils de suivi et même la possibilité même de mesurer leur impact en absence de cette documentation. Puis on a beaucoup parlé d'équilibre à trouver dans l'application de ces mesures, et donc de l'adaptation au contexte, et donc en fait aussi de la dimension sociale et politique de l'épidémie, et donc de la dimension sociale et politique de la réponse et des sujets qui doivent porter la réponse à l'épidémie même, qui doivent donc décider sur les mesures sociales et de santé publique. Aussi l'idée de la connexion entre implémentation, acceptabilité et la forme des processus de décision, comme on disait. J'ai noté aussi la dimension de long terme
de ces mesures. En fait, on a un peu l'habitude de les penser comme quelque chose de très transitoire, mais en fait, ça fait déjà un an qu'on est dans cette situation et ça ne va pas passer très rapidement. Et, on a parlé aussi des conditions matérielles de vie qui sont cruciales pour permettre le respect de ces mesures. Et puis de la formation sur la prise de décision et des conflits sur la prise de décision. Ça, c'est un peu les mots-clés que j'ai notés. Il y a beaucoup de choses, bien évidemment. On n'a pas, évidemment, le temps d'aller plus loin dans cette réflexion, mais en fait, c'est un parcours. On va continuer à réfléchir sur ces mesures sociales et de santé publique au cours du prochain webinaire qui va se tenir le 30 mars prochain et qui va se focaliser en fait sur des contextes différents qui sont l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, mais on va continuer cette réflexion un peu à tape, ce parcours thématique un peu à tape et régionalisé. Alors que le 13 mai, on va se concentrer sur la région des Balkans, toujours sur ces mesures de santé publique dans la région des Balkans. Voilà, on espère que vous avez pas seulement trouvé intéressant la discussion, mais que vous allez peut-être avoir aussi le temps d'approfondir avec le document d'information que vous avez reçu. Je tiens à remercier très chaleureusement Dr. Judal Baye, Reed et Ahmed pour avoir participé à cette conversation et avec leur contribution très précieuse. Et je vous remercie tous et toutes pour avoir participé et à bientôt. Et si tu me permets, Julia, seulement pour rappeler que vous avez sur le chat un lien pour nous donner vos opinions par rapport à l'organisation et le contenu de ce webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. au revoir. Au revoir.